Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Nous sommes des êtres bruyants, tellement qu'on oublie parfois qu'autour de nous, la nature l'est aussi. Chants d'oiseaux, bourdonnements d'insectes, concerts de batraciens, souffle du vent dans les arbres, fracas de l'eau contre les rochers, cliquetis des cétacés sous la mer, la nature parle fort. Mais aujourd'hui, quand on sort dans les jardins, parfois c'est le silence qui nous répond. Et si écouter littéralement la nature nous renseignait sur l'état de notre biodiversité, et si les humains apprenaient à se taire, qu'est-ce qu'on entendrait? Réponse dans cette émission du Labo des Savoirs. Et pour parler d'éco et de bioacoustique sur Terre, en mer et dans les airs, nous recevons à distance Flore Samaran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse au laboratoire STIC de l'ENSTA de l'Institut Polytechnique de Paris sur le campus de Brest. Votre domaine à vous, c'est plutôt l'acoustique dans l'océan et sous l'eau. Avec nous, Vincent Lostalen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire des sciences du numérique de Nantes, spécialisé en traitement du signal audio numérique. Et vous avez notamment travaillé sur un projet qui écoutait les oiseaux migrateurs et aujourd'hui vous encadrez une thèse du projet européen Bioacoustic AI. Juste avant cette émission, j'ai pu joindre par téléphone Jérôme Sueur, professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui nous parlera dans 2 petites pastilles sonores de cette discipline, l'éco-acoustique, mais aussi d'un projet de mise sur écoute des forêts françaises. On commence justement avec lui. Le son des sciences au labo des savoirs. Nous sommes donc à distance avec Jérôme Sueur. Jérôme, vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où vous dirigez le laboratoire d'éco-acoustique, ce qui fait de vous naturellement un éco-acousticien. Alors, éco-acoustique, bioacoustique, est-ce que tout cela c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence ? Bonjour, non, mots différents, donc signification différente. Ce sont 2 disciplines scientifiques assez proches l'une de l'autre. Historiquement, c'est la bioacoustique qui est la plus ancienne. Elle est née après les années 50 et elle a pour objectif principal d'étudier le comportement animal, la communication sonore utilisée par les animaux. On pense tout de suite aux oiseaux, aux baleines, mais aussi les chauves-souris, les insectes, les amphibiens. Et donc, ce qu'on appelle, elle fait de l'éthologie. Elle veut comprendre comment, pourquoi les animaux communiquent avec le son. Alors que l'éco-acoustique, elle, traite de questions d'ordre de l'écologie, de biologie de la conservation, de suivi de la biodiversité. Donc, elle ne décrit pas le comportement, elle utilise le comportement animal comme un indicateur de la présence des espèces dans des milieux, dans des habitats. Alors pour bien faire la différence, on va écouter tout de suite quelques secondes d'un son qui a été enregistré par Fernand Desroussen pour la sonothèque du Muséum. Alors là, ce qu'on entend, on a l'impression que c'est un coucou. J'imagine que ce son seul, il n'a pas été enregistré comme ça. Est-ce qu'il y a eu un traitement qui a été fait? Alors, il a été enregistré quand même très proche de l'animal, probablement avec un microphone doté d'une parabole qui permet de concentrer un son, en fait, une source sonore, avec cet objectif quand même d'avoir que ce son et pas ce qu'il y a autour. C'est un des principes de la bioacoustique parce qu'on veut savoir décrire précisément, ici, ce coucou qui se répète un peu inlassablement pour bien le comprendre, pour bien le décrire à nouveau. Et en effet, j'ai en plus filtré un petit peu pour vraiment mettre en évidence ce champ. C'est ce qu'on fait quand on fait de l'éthologie, de la bioacoustique. Donc là, c'est vraiment bioacoustique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur une Ouais. espèce animale. Est-ce que du coup, on se balade avec un sac à dos, son micro, sa parabole, à chercher l'animal en question, l'espèce qui nous intéresse? Exactement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effort direct de l'observateur, de l'expérimentateur, du scientifique ou de l'audio-naturaliste, comme est Fernand Desroussen. On va être au plus près
de l'animal pour pouvoir l'enregistrer au mieux et aussi le voir, hein, souvent. La distance entre l'animal et puis l'humain est très courte. Et il faut faire aussi attention parce que dans ce cas-là, on a un risque de dérangement de cet animal. On écoute tout de suite un deuxième extrait sonore, un peu différent cette fois. Alors là, j'ai essayé de le laisser plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter. Cette fois-ci, on a l'impression d'être au milieu d'un véritable paysage. On entend des coucous, des grenouilles, des oiseaux. Qu'est-ce que tout ce son peut bien nous apprendre? Voilà, c'est une autre approche. On a le coucou qui est toujours là, mais il est presque noyé dans son paysage, là où il habite, dans l'environnement où il est. On va entendre de nombreux autres oiseaux. Je suis presque pas capable de vous dire lesquels, il y en a tellement, ils se mélangent. Et donc, dans ce cas-là, on n'enregistre plus avec cette parabole, on va enregistrer avec un microphone omnidirectionnel qui va prendre tous les sons sans rien sélectionner. Et même maintenant, il n'y a plus d'observateurs, c'est-à-dire qu'on va placer des enregistreurs automatiques dans les endroits que l'on veut étudier. On va les laisser fonctionner sans que l'on soit là, et donc ils vont pouvoir observer sans présence humaine, sans aucun dérangement. Ces espèces de sons comme ça, déjà on oublie que la forêt est si bruyante. Est-ce que c'est des sons en danger? Est-ce que, il y a de plus en plus de silence et de moins en moins de sons d'animaux de nos jours? Alors, ouais, c'est ces paysages sonores qui sont donc vraiment des ensembles de sons un peu tout mélangés. Et d'ailleurs, l'écoacousticien, pardon, doit essayer de démêler tout ça, sont représentatifs des lieux d'où ils sortent, d'où ils émanent. Et en effet, ces lieux peuvent être affectés par de nombreuses pressions humaines, des pressions anthropiques qui peuvent être de tout ordre, hein, de pollution chimique, d'artificialisation des sols, de changement climatique, de pollution lumineuse et aussi de pollution sonore. Et donc ça peut induire soit des pertes de biodiversité et donc une forme de calme, d'ensilencement. Si vous arrivez dans une forêt au printemps et que vous n'entendez pas de son, ben c'est que probablement il y a une perturbation, un problème et que donc finalement on entend ce problème. La forêt, justement, on va en parler avec vous, Jérôme Sueur, en deuxième partie de cette émission avec un projet Sono Silva. On se retrouve tout à l'heure. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Et nous sommes de retour en plateau. Alors écouter la nature, ce n'est pas seulement le faire en forêt ou sur terre, mais aussi sous l'eau. Flore Samaran, votre travail à vous, c'est de faire le suivi des populations de cétacés, qui sont des animaux qui ont adapté leur communication au milieu dans lequel ils vivent, donc dans l'eau. Alors comment ça marche? Est-ce que vous arrivez juste à mettre un micro sous l'eau et vous écoutez ce qui se passe? Alors, on va utiliser plusieurs approches. Alors, c'est intéressant là, dans la capsule de Jérôme parce que moi, je suis un peu entre l'écho et la bioacoustique. C'est-à-dire que je vais mettre un micro sous l'eau ou un enregistreur autonome pour pouvoir enregistrer tout le paysage sonore sous-marin. Donc, l'enregistreur autonome, je vais le laisser pendant plusieurs mois. Ça peut durer un an même. Ça va enregistrer tout le paysage sonore sous-marin. Et dans le traitement, moi, je vais avoir tendance à chercher, pas étudier le paysage sonore dans sa globalité, mais plutôt chercher des signaux sonores d'un certain groupe d'espèces. Donc, je travaille essentiellement sur les cétacés. Donc, je vais vouloir peut-être chercher que des sifflements de dauphins ou des clics de dauphins ou des vocalisations d'une certaine espèce de baleine. Ces données-là, ces enregistrements-là, pour moi, je vais après les utiliser comme indicateurs de leur présence, donc comme on fait en écoacoustique, pour répondre à des questions plutôt d'écologie et de biologie de la conservation. Ça veut dire que quand vous entendez ensuite ce que vous avez enregistré, vous arrivez, vous, à savoir, ah là, on n'est plus sur du dauphin ou là, on n'est plus sur de la baleine. Tant qu'il y a des répertoires qui existent, oui, mais les répertoires acoustiques, en tout cas sous-marins, sont assez incomplets. Donc, il y a certaines, enfin, comme l'a dit Jérôme, hein, c'est des méthodes qui ont été développées dans les années 50. À l'époque, les gens, par le biais de la bioacoustique, pouvaient s'approcher des animaux et avoir des enregistrements vraiment très proches et très beaux, en fait, de certaines espèces.
Celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est la baleine à bosse, avec les chants de baleine à bosse c'est vraiment pour la communication. On essaye de savoir, ben, c'est les mâles, quel type de chant ils vont faire et tout. Mais par contre, il y a d'autres espèces qui sont bavardes aussi, mais pour lesquelles l'effort, en tout cas, d'enregistrer les répertoires sonores n'a pas été la même, en fait. Je pense notamment aux dauphins. Sur les côtes françaises, par exemple, on a à la fois du grand dauphin ou du dauphin commun ou du dauphin bleu et blanc pour ce qui est de la Méditerranée. Et en fait, on sait que c'est des animaux qui vont siffler, qui vont cliquer, mais classifier ces sifflements pour dire c'est telle et telle espèce, c'est plus compliqué, quoi. On manque encore de données là-dessus. Alors, on a la chance justement d'avoir un enregistrement de dauphin que vous nous avez envoyé. Je laisse nos auditeurs et auditrices essayer de savoir quel type de dauphin c'est. Alors, bien sûr, on ne peut pas savoir quel type de dauphin c'est, enfin, peut-être vous. Non, alors je crois que ça, c'est des enregistrements de grands dauphins, mais ça vous montre un peu la variété de sons qu'ils émettent, en fait, parce qu'ils vont faire des sifflements, toutes sortes de sifflements. Ils vont faire après des cris un peu pulsés qui seront plus propres au groupe, peut-être même aux individus. Et puis dans tout ça, ils vont cliquer, hein, ils vont émettre des sons, des clics impulsionnels qui est vraiment lié, enfin c'est vraiment leur système leur sonar qui leur permet en fait de visualiser l'environnement marin parce que ben, sous l'eau, la lumière pénètre peu et donc pour visualiser sous l'eau, les baleines à dents, comme ce sont des chasseuses, c'est pas comme les baleines à fanon, comme les grandes baleines. Les baleines à dents, elles vont pour chasser, vont devoir se repérer dans le milieu et pour ça elles ont un sonar, un peu comme les chauves-souris en fait, qui se repèrent dans le noir. Donc ça va envoyer des signaux et le rebond du signal sur la cible, ben ça va leur permettre en fait de visualiser leur environnement. Donc en plus des sifflements, des sons pulsés, elles vont aussi cliquer, faire des cliquetis dans tout ça. Et donc nous, on va dire bon, ok, on a des sifflements, on a des sons pulsés, on va pas aller jusqu'à identifier l'espèce, on va dire qu'on a un groupe de delphinidés, mais on va pouvoir, ça va nous donner aussi une indication sur le comportement. Donc là, on rejoint un peu l'écologie et la bioacoustique, dans le sens où si on a énormément de clics, ça veut dire que dans cette zone-là, l'animal qu'on enregistre est en train de chasser. S'il y a beaucoup, beaucoup de sifflements et pas de clics, ben c'est qu'ils sont en communication. On va pouvoir, voilà, donc ça, on n'aura pas l'espèce, mais on va avoir d'autres infos, quoi. Ces sons-là qu'on a entendus dans cet extrait sonore, est-ce que c'est audible par l'oreille humaine ou est-ce qu'il faut faire un petit traitement pour être sûr d'entendre de quoi on parle? Alors nous, on va entendre entre 20 Hz pour les sons les plus graves et 20 000 Hz pour les sons les plus aigus. Les delphinidés, eux, vont émettre dans la bande audible pour nous. Donc, c'est pas facile, mais c'est sympa en tout cas, on peut les écouter. Mais chez les mammifères marins, on va retrouver aussi des espèces qui émettent dans des sons très très graves, notamment les grandes baleines, donc des sons qui sont inaudibles à nos oreilles. Et si on souhaite vraiment écouter ces signaux-là, il va falloir un peu accélérer le signal pour qu'il passe dans une fréquence qui devient audible à nous. Et puis, donc ça, ils émettent donc des sons qui seront pour nous des infrasons en dessous de 20 Hz. Et puis, surtout, ils émettent aussi une multitude de sons. Alors, ce n'est pas les grandes baleines, mais c'est d'autres espèces de baleines à dents, au-dessus de 20 000 Hz. Donc là, ça va être dans les ultrasons pour nous, ça va être des sons qui sont trop aigus pour qu'on puisse les percevoir. Et donc là, si on veut les écouter, il faudrait ralentir le signal. Et on peut monter assez haut parce qu'on a des petits marsouins, qui est le plus petit des cétacés. Ces petits cétacés à dents-là vont émettre des sons très très aigus jusqu'à 130 000 Hz. C'est des tout petits clics d'écolocalisation très très aigus. Et donc, si on n'utilise pas des traitements qui permettent de visualiser le son, ce qu'on appelle faire un spectrogramme, eh ben, on ne pourra pas, en tout cas, on manque complètement on passe à côté de l'espèce. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, il faut visualiser le son. Vous n'avez pas juste un casque dans une pièce, vous avez un écran d'ordinateur où vous voyez la trame du son, Comme une partition de musique, en Voilà. fait. C'est vraiment ça. On va avoir les fréquences.
qui vont être de la plus basse à la plus haute. Et puis, on va avoir le temps qui passe et puis l'énergie du signal qui va apparaître sur une palette de couleurs, en fait. Et on va voir comme ça, au cours du temps, se dessiner des signaux. Si l'animal monte dans les aigus, on va voir un sifflement qui monte dans les aigus. Et c'est comme ça qu'on va beaucoup travailler. On travaille essentiellement sur le spectrogramme. Alors vous avez 2 grandes études, en cours, une dans l'océan Indien pour les baleines bleues dont vous avez déjà un peu parlé et une autre en mer d'Iroise et en mer du Nord, donc un peu plus près de chez nous, pour les dauphins et les marsouins qui, eux, sont plutôt, près des côtes. Qu'est-ce que vous avez appris en les mettant sur écoute? Alors, les grandes baleines, c'est l'espèce que j'étudie depuis le plus longtemps, hein. J'ai fait ma thèse là-dessus il y a bientôt, il y a longtemps. Et en fait, ce sont des espèces qui ont été énormément chassées. 99% de la population a été chassée jusque dans les années 60. Et après, donc, difficulté d'observation de ces animaux-là. Et ce sont des animaux qui émettent beaucoup de sons sous l'eau. Et donc, l'idée, c'était, si on écoute ce qui se passe sous l'eau, est-ce qu'on va en savoir, savoir si cette espèce est encore présente, son domaine de répartition, est-ce qu'elle recolonise des zones où avant elle avait été beaucoup, beaucoup chassée. Et donc, on a mis en place avec l'Université de Bretagne, enfin, l'Institut universitaire européen de la mer, ici à Brest, un réseau d'observatoires de micro sous l'eau, d'hydrophones, pendant 10 ans, pour pouvoir justement écouter si les baleines bleues, qui sont des espèces migratrices, sont toujours présentes et est-ce qu'elles continuent leur migration, est-ce qu'on arrive à voir un peu les zones où elles vont, leur habitat préférentiel. Donc ça a été vraiment des projets de recherche qu'on a menés sur du long terme, mais vraiment pour en savoir plus et pour voir pour la conservation des espèces. Ce qu'on fait sur les côtes bretonnes et puis en Manche-Mer du Nord, c'est plutôt mettre en place un autre dispositif de suivi pour étudier les cétacés et pour savoir le bon état écologique en fait de nos eaux. Pour étudier les cétacés, il y a plusieurs dispositifs de suivi. On peut faire des observations visuelles depuis un bateau ou alors depuis un avion. L'avantage de l'acoustique, c'est que l'observation, en tout cas, l'enregistreur, comme j'ai dit, peut rester pendant longtemps. Et donc, on a un suivi très fin dans le temps. Ça veut dire qu'on peut très bien essayer de voir si des populations changent, se déplacent, sont présentes à un endroit à un certain moment de l'année, puis absentes une autre partie de l'année. Donc, c'est un autre dispositif de suivi de la faune marine, en particulier des cétacés, qu'on met en place dans ce cas-là. Je pensais pas qu'on pouvait, juste avec un hydrophone, un micro dans l'eau, savoir, les comportements de chasse, la migration des populations, leur présence ou non et puis j'imagine estimer peut-être aussi le nombre d'individus? Alors ça, non. D'accord. Ça, on est dans la limite de la discipline, en fait. C'est un challenge, hein. Il y a beaucoup de scientifiques dans le monde qui se défient là-dessus, d'essayer de compter le nombre d'individus qui sont présents à partir de ces enregistrements. Alors, la question, elle est assez... c'est difficile à répondre à ça parce qu'en fait, on ne connaît pas encore exactement le taux de signaux que va faire un animal dans une heure de temps, par exemple. Et c'est pareil pour nous, hein. Si on est dans une salle de spectacle, il y a peut-être 2000 personnes, mais il n'y a qu'une personne qui parle. Donc, si on n'écoute que la personne qui parle, on se dirait, il n'y a qu'une personne, et en vrai, on est 2000 dans la salle. Et là, c'est pareil. Chez les baleines, déjà, tous les animaux n'émettent pas des sons. Par exemple, les femelles grandes baleines ne produiraient pas certains types de sons, n'émettraient pas certains types de sons. Donc, on a déjà un biais comme ça sur le nombre d'individus présents par rapport au nombre d'individus qui sont capables d'émettre des sons, en tout cas qui produisent des sons. Et puis, l'autre chose aussi, des fois, c'est l'inverse, c'est qu'on a tellement d'animaux présents. C'est vrai sur les dauphins, c'est des animaux qui sont grégaires, hein, qui vivent en groupe, et quand ils vont tous se mettre à siffler en même temps, ça va devenir un vrai casse-tête à démêler. Donc de là à dire qu'on a autant d'individus, ça devient compliqué. Alors ça, c'est quand on travaille avec un seul et unique capteur. Quand on travaille avec plusieurs capteurs qui sont disposés à différents endroits, on peut, par des mathématiques, retrouver un peu la source, donc localiser la source, et du coup compter les individus. Il y a déjà plein de choses à faire avec, Ouais, les hydrophones. il y a déjà assez, c'est un autre problème, ça répond à d'autres questions. Donc pour Nous, on se peut-être, concentre plus tard, oui.
Voilà, nous, Mmh. c'est vraiment indicateur de la présence. Si les animaux, je les entends, c'est qu'ils sont là. Si je les entends pas, ça veut pas forcément dire qu'ils sont pas là. Il y a certaines espèces, par exemple, le rorqual commun, c'est pas un animal qui va émettre des sons tout le temps, toute l'année. Alors que la baleine bleue, je sais que si je ne l'entends pas, c'est qu'elle est pas là. Donc il y a tout ça, c'est vraiment pour chaque espèce, il y a des subtilités. Vincent Lostanlen, je me tourne vers vous pour parler justement de ces fameux capteurs. Donc là, on a parlé d'hydrophones, mais les micros, en général, il en existe de toutes sortes. Ils enregistrent ce qui se passe merveilleux, mais alors qu'est-ce qu'on utilise? Quel type de micro on utilise pour quelle situation? Jérôme Sueur, tout à l'heure, a parlé de micros directionnels pour la bioacoustique, pour une seule espèce, ou alors de micros qui captent tout pour les paysages sonores. Il y a ces deux sortes-là, principalement? Oui, bah, on pourrait résumer, ce qu'a très bien dit Jérôme en disant que, finalement, chaque technique, est liée à une certaine hypothèse écologique, à une certaine pratique de la recherche et donc la technique est absolument pas neutre, et de ce point de vue-là, c'est vraiment important, je pense, d'intégrer, les écologues, les biologistes à la conception, des capteurs et réciproquement intégrer les ingénieurs au développement d'un protocole de suivi. Très important d'être capable de connaître les possibilités, mais aussi les limites, des technologies. Oui, on ne choisit pas n'importe quel micro, juste qu'on pose, sur un arbre ou dans une flaque. J'imagine qu'il y a tout un processus. Ces micros, est-ce qu'ils ont des spécificités? Par exemple, les matériaux qui les composent, est-ce qu'on choisit plutôt, d'enregistrer avec une carte SD, d'envoyer les données, sans fil? Est-ce qu'il y a des critères qu'on peut, sélectionner? Alors, il y a d'abord des critères, vraiment au sens de l'acoustique physique. Jérôme a nommé le fait qu'un micro pouvait être directionnel ou pas. Il faut évidemment être, conscient du fait qu'un micro n'enregistre qu'une bande de fréquence, hein, de même que nos oreilles humaines ne sont sensibles qu'à, finalement 10 octaves, hein, entre 20 hertz et 20 000 hertz. Donc tout ça, ce sont des limites, un petit peu physiques. Ensuite, il y a des limites qui tiennent plus, au numérique, notamment le fait que, eh bien, un signal, audio numérique, ça pèse très lourd en termes de kilo-octets, mégaoctets. Rapidement, une étude, bioacoustique, hein, d'ampleur, moyenne aujourd'hui, c'est plusieurs gigaoctets, voire des milliers de gigaoctets, donc des téraoctets. Là, on est sur des données massives et donc on arrive, on est en but, par rapport à des questions de transmission de l'information. Là, il y a plusieurs approches. Si on est en train de concevoir un système critique, alors on a besoin de recevoir l'audio le plus vite possible et donc la méthode, enfin en tout cas l'infrastructure qui permet ça, c'est bien sûr internet, les communications sans fil. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas forcément très fiables en fonction de là où on déploie et ensuite, elles consomment beaucoup d'énergie. L'alternative, si on est moins pressé par le temps, c'est de faire un stockage des informations audio numériques sur une carte SD, de la même façon que si vous avez un téléphone, ou un enregistreur portable, eh bien vous pouvez stocker directement. Alors ça, c'est évidemment très intéressant et la rupture technologique, en fait, des capteurs, autonomes, c'est qu'il est devenu possible d'enregistrer pendant très longtemps sans avec un approvisionnement, en batterie, plusieurs semaines typiquement. Mais à nouveau, on trouve, on tombe sur une limite qui est, alors d'abord celle de l'autonomie comptée en nombre d'heures et puis l'impact environnemental, hein, de ces batteries, qui a un impact, énergétique bien sûr, mais chimique, matériel. Hem et donc il y a une toute nouvelle génération de capteurs qui est partiellement en cours de développement, qui sont, encore plus autonomes dans le sens où ils s'approvisionnent en énergie, par exemple en énergie solaire avec des panneaux solaires. Et donc ce sont des capteurs qui reçoivent du son, calculent et récoltent de l'énergie. Et là, en fait, on se retrouve face à un défi, magnifique, hein, pour, l'informaticien que je suis, qui est de se dire: «Mais finalement, comment est-ce qu'on va ordonnancer, hein, toutes ces tâches, pour un capteur qui doit rester malgré tout, frugal et sobre dans sa conception, qui doit coûter pas trop cher et surtout qui doit être, possiblement réparable et reconfigurable?» Ça veut dire quoi ordonnancer? Ça veut dire, quoi prioriser, voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une énergie limitée, la météo est incertaine, donc on va récolter un peu d'énergie, mais on ne sait pas très bien exactement combien, hein, en fonction des nuages. Il y a des termes d'incertitude et puis, réciproquement, bon, eh bien, on est, face à une hypothèse écologique qui nous demande de capter des informations d'un écosystème qui lui-même est soumis, à un certain nombre de cycles. Vous voyez, les cycles circadiens, le cycle du jour et de la nuit, des saisons et ainsi de suite. Donc c'est un environnement, extrêmement complexe, et on a des contraintes
alors pour parler vraiment techniquement, en mémoire, en puissance de calcul et in fine en énergie. Alors vous parlez de puissance de calcul. Moi, bêtement, j'imaginais un micro qu'on allume, qui enregistre et puis qu'après on éteint. Là, vous venez de parler de ces capteurs en cours de construction qui pourraient peut-être donc avoir de l'énergie solaire, réapprovisionner leur batterie, s'allumer peut-être au bon moment, etc. Ce seraient des capteurs intelligents qui ne capteraient que les sons qui nous intéressent à des moments qui nous intéressent? Oui, alors évidemment, le terme intelligent doit être pris avec des guillemets. On n'est pas en train d'imiter une forme d'intelligence animale ou humaine, disons qu'ils sont adaptables ou qui sont. Oui. Moi, j'aime bien le terme d'autonomie et de soutenabilité. Et j'aime bien les rapprocher. En fait, finalement, pour moi, un capteur vraiment soutenable, c'est un capteur autonome dans le sens où il est capable d'opérer euh, sans intervention humaine fréquente. Parce que ça aussi, c'est évidemment une intervention relativement invasive sur l'habitat et on voudrait essayer d'être le moins invasif possible. Oui, parce que si l'humain fait des allers-retours pour changer la batterie, changer les cartes SD, naturellement, ça perd aussi l'intérêt de Mhm. placer un micro dans la nature. Mhm. Donc, Flore a mentionné le fait de calculer des spectrogrammes, donc des représentations temps-fréquence, qui, d'une certaine manière, permettent de quitter un petit peu ou en tout cas de relativiser nos frontières sensorielles, puisque nous, on est limité sensoriellement par les fameux 20 Hz et 20 000 Hz. Bon, bah, si on veut élargir la gamme de fréquences, bah, il y a plusieurs méthodes possibles, accélérer ou ralentir le signal, comme l'a dit Flore, ou le représenter en, différemment, par exemple visuellement avec un spectrogramme. Ça fait partie des algorithmes qui aujourd'hui sont très communément utilisés et qui maintenant sont directement implémentés sur le capteur pour gagner de la mémoire et de l'énergie. Ah, donc le capteur, en enregistrant le son, ensuite l'adapte aussi pour que nous, humains, derrière, on puisse le réutiliser visuellement et dans une gamme de fréquences qui correspond à ce qu'on peut entendre. Exactement. La conception technique est toujours informée par un besoin d'ordre biologique ou écologique. Alors, quand on enregistre, on entend ce qu'on cherche, merveilleux, mais on entend aussi d'autres choses. Parfois, il y a des bruits parasites. Flore, vous m'aviez parlé, en préparant cette émission, de crevettes. C'est quoi cette histoire de crevettes? Oui, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, dans tout mon paysage sonore sous-marin, je vais rechercher des espèces bah, en priorité, parce que mes questions de recherche, elles sont en lien sur est-ce que j'ai du dauphin, est-ce que j'ai du marsouin. Mais j'enregistre le paysage sonore sous-marin, donc je vais enregistrer tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et sur les côtes bretonnes, ce qu'on va retrouver, alors surtout quand on enregistre dans des eaux peu profondes, on va enregistrer en plus de ce qu'on cherche, des choses qu'on ne voudrait pas, mais qui sont là quand même, c'est les crevettes. Donc les crevettes claqueuses, en fait, une crevette, ça a une pince hypertrophiée et elle va capturer des bulles, en fait, avec sa pince hypertrophiée. Et ces bulles, quand elles vont exploser, ben, on va les entendre, en fait, ça va faire un clac. Et quand elles sont plusieurs, ben, ça va augmenter assez considérablement le paysage sonore sous-marin dans cette bande de fréquences-là, qui se trouve être aussi la bande de fréquences dans laquelle on a nos dauphins qu'on cherche. Donc là, moi, alors on pourrait dire j'ai une pollution sonore au sens strict de ma recherche. Ah oui, ça masque finalement mes signaux d'intérêt. Mais ça montre juste aussi une richesse d'un paysage et puis ça apporte aussi de nouvelles connaissances sur la présence de crevettes claqueuses. C'est plutôt bon signe en fait qu'on ait des crevettes claqueuses captées par nos enregistreurs. Mais ça fait du bruit quand les bulles Et ça explosent. fait du bruit, ça devient un défi pour traiter la donnée, pour répondre à certaines questions. Ouais, voilà. Vincent, est-ce qu'il existe pour vous aussi des bruits parasites qui arrivent sur le spectrogramme dont on parlait tout à l'heure, où ça fait une grosse tache, où on se dit qu'est-ce que c'est que ça, et c'est juste un coup de vent, par exemple? Bon, c'est évidemment une question de définition. Ce qui peut être bruit pour un organisme va être signal pour un autre organisme, mais d'un point de vue plus mathématique ou physique, on pourrait dire que le bruit, c'est quelque chose qui a tendance à se prolonger, à être stationnaire, tandis que le signal, c'est au contraire quelque chose qui est beaucoup plus parcimonieux et beaucoup plus fin dans le détail de son trait temps-fréquence. C'est en tout cas la définition qu'on a pu utiliser en bioacoustique des oiseaux, hein, puisque le chant des oiseaux a tendance à monter et descendre en fréquence comme une mélodie musicale. Et donc sur le spectrogramme, eh bien, ça fait comme des nœuds ou comme des dessins qui ont plutôt l'air de traits, quoi, de traits diagonaux. Le bruit, par opposition, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus
un nuage beaucoup plus brouillé quoi, sur le spectrogramme. Et donc, évidemment, tout un enjeu, c'est d'arriver à être... Alors, non pas à l'enlever, on n'est pas très intéressé à l'idée d'enlever brutalement le bruit, mais au moins d'être robuste. C'est-à-dire que le bruit, non seulement il est présent, mais il a tendance à changer entre le matin et le soir sur un même site, entre l'hiver et l'été, et a fortiori quand on change de site. Aujourd'hui, une étude écoacoustique ambitieuse, elle n'est pas sur un seul jour, sur un seul site. Donc non seulement elle est confrontée à des termes de bruit, mais ce terme de bruit est lui-même sujet à des modifications temporelles et spatiales. Donc tout un enjeu d'apprentissage automatique et de traitement du signal, c'est d'avoir à partir d'observations qui sont finalement très limitées en temps et en espace, qui sont les observations d'une étude préliminaire ou d'une étude pilote, un bon modèle de bruit, un modèle suffisamment généralisable pour pouvoir, in fine, servir les besoins d'une communauté d'écologues qui va évidemment chercher à analyser le son en tout jour de l'année, qu'il vente ou qu'il pleuve. J'aime beaucoup cette idée de faire un modèle de bruit pertinent qui reprenne un peu les différents bruits qui peuvent exister. Du coup, ce modèle, on pourrait l'appliquer sur des sons qu'on a récupérés et dire, bon, trouve-nous tout le bruit et diminue-le ou fais en sorte qu'il ne nous gêne pas, c'est ça? Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle une propriété d'invariance en mathématiques, c'est-à-dire que la réponse, la sortie, le résultat du calcul ne doit pas changer si on change le bruit. Et c'est un problème d'autant plus difficile, mais aussi fascinant, que le bruit, c'est quelque chose d'assez intrinsèquement aléatoire. On ne peut pas prévoir comment va sonner le bruit, ne serait-ce que dans une seconde. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement chahuté, aléatoire. Mais ce qu'on peut en revanche prévoir, c'est une certaine forme de statistique du bruit. Par exemple, en statistique, on parle beaucoup de la moyenne, de la variance. Voilà, ça, ce sont des propriétés qui varient moins ou qui varient peu et qui peuvent nous servir à caractériser le bruit. On se dit qu'a priori, le bruit, il est entre tant et tant de hertz. Il va ressembler à peu près à ça. Voilà, un bruit modèle Exactement, global. exactement. Donc, on essaie de travailler sur des systèmes qui continuellement sont en train de suivre le bruit, d'essayer de mieux le comprendre et de le prendre en compte. Alors, on fait une petite pause musicale en écoutant Love and Revolution de Sean Kuti et Adi Oasis. On revient juste après pour parler de forêt sur écoute, de silence et d'oiseaux contre la dépression. We only talk revolutionary strategy. She want love, revolution. She no come for that, yes, say. And when she move, no be play, play. Hey. She want love, revolution. She no say my house, she no say my car, she no say nothing, even if I be star. She want love, revolution. For the people that bring the harmony. She wanna live a life, she wanna live a life. Reach higher, revolution. Like Gina and Fella, I know fit define her. I feel like a learner at the feet of my rimba. She want love, revolution. She grab my thoughts and lift my spirit. She say we walk, we never finish. She want love. Love her, not be to own her. And she no need to change because I know her. She did the trenches with the troops, empower the group.
melody, but the people, they bring the harmony. She wanna live a life, she wanna live a life. Yeah, yeah. Revolution. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Et nous sommes de retour avec vous, Jérôme Sueur, éco-acousticien et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En ce moment, le projet qui vous occupe consiste à mettre sur écoute 110 forêts françaises. Alors ce projet est en partenariat avec l'OFB, l'Office français de biodiversité, et le Muséum. C'est Sono Silvia. Alors première question, pourquoi faire? Attention, c'est Sono Silva. Sono Silva, Ah, pardon. Oui. Sono Silva, Silva la forêt, Sono le son. Alors c'est un projet en effet qui est réalisé avec et par l'Office français de la biodiversité qui a pour objectif d'essayer de trouver des méthodes pour suivre la biodiversité terrestre sur le long terme et à grande échelle, à l'échelle ici du pays. Alors on se concentre pour le moment sur l'Hexagone et la Corse. Et donc c'est une expérimentation. Est-ce que on peut suivre une partie de la biodiversité qui chante finalement en l'enregistrant? Alors ici, dans des milieux très particuliers, ce sont uniquement les forêts et des forêts qui font partie d'espaces naturels protégés. Ça veut dire qu'il y a une certaine réglementation qui va en fait un petit peu protéger ces lieux de l'activité humaine. Donc, on veut essayer de décrire cette biodiversité, la dynamique spatiale sur tout le territoire, la dynamique temporelle, la saisonnalité en fonction notamment des conditions climatiques. Et puis aussi, l'idée, c'est de ne pas s'intéresser à ces sons du vivant qu'on appelle la biophonie, mais aussi de voir quelle est la part intrusive de l'homme dans ces milieux. Ce sont des milieux qu'on pourrait supposer calmes, parce que normalement, ils sont encore une fois protégés. Mais bon, on suppose que quand même, il y a des sons d'origine humaine, des transports, essentiellement avions, trafic routier, mais aussi potentiellement des tronçonneuses qui peuvent se faire entendre dans les forêts. Et on veut estimer aussi cette part de pollution sonore dans ces espaces protégés. Et puis, dernier objectif, c'est aussi un objectif de sensibilisation à l'écoute, à des expériences de nature qui ne se font pas que par les yeux, mais aussi par les oreilles. Donc, on veut sensibiliser le plus grand nombre de nous, des citoyens, jusqu'aux décideurs, aux politiques, pour essayer, encore une fois, de dire, mais attention, on a une richesse sonore dans ces milieux, elle est là, elle existe, et il serait bon de la considérer et de la protéger comme on peut protéger la végétation ou le cours d'une rivière. Là, on parle, comme on le mentionnait au début d'émission, d'éco-acoustique. C'est vraiment vous poser des micros qui enregistrent tout ce qui se passe, des paysages sonores? Exactement. Donc, on a prêté des magnétophones automatiques à plus de 100 partenaires qui donc ont pour rôle de protéger ces forêts. Et ces magnétophones donc, ont été installés par ces personnes. Ils fonctionnent du mois de mars au mois de septembre. Hein. Donc on l'a déjà fait courant 2024. Et puis là, on commence la deuxième saison pour 2025. Donc depuis le 1er mars, on a des magnétophones un peu partout dans ces forêts. Ils enregistrent 1 minute tous les quarts d'heure, un jour sur 2, 24 heures sur 24. Ça fait déjà plus d'1 million de minutes à décrypter, je Ouais. crois. Alors comment on fait quand on a 1 million de minutes à trier? Ben, on ne peut pas utiliser nos oreilles, malheureusement. Et évidemment, c'est complètement impossible. Donc, on essaie de trouver des solutions automatiques d'analyse du signal, analyse du son automatique, ou maintenant par intelligence artificielle. Hein. C'est un petit peu la solution dont on entend parler tous les jours maintenant, mais c'est vrai qu'elle peut nous apporter des informations, notamment de décomposition de ces paysages sonores, savoir quelle est la part justement humaine, quelle est la part du vivant, quelle est la part des sons qui viennent plutôt de la météo, du vent, de la pluie, des orages. Et donc ça nous permet de commencer à décrypter tout ça et de dire justement quels sont les niveaux relatifs entre tous ces sons. On peut aussi aller chercher plus loin des sons d'intérêt. On a
pas encore fait, mais d'aller chercher certaines espèces, d'aller reconnaître certaines espèces. Je sais pas, par exemple, on pourrait décider d'aller chercher les chouettes ou tous les oiseaux nocturnes, parce qu'ils représentent aussi une certaine fonction de la forêt. Par l'intelligence artificielle, on peut aussi aller les détecter automatiquement dans ces millions de minutes. Merci beaucoup, Jérôme Sueur, d'avoir répondu à mes questions. Je vous Et en prie, merci à vous. je rappelle pour les curieux que vous avez écrit 2 livres sur cette nature sonore qui nous entoure, pardon, Le son de la Terre, qui regroupe vos chroniques de France Inter pendant le confinement de 2020, avec des QR codes qu'on peut scanner pour écouter les sons, mais également Histoire naturelle du silence, qui nous donne l'impression de vous accompagner un peu sur le terrain, d'être dans vos sacs à dos avec vous. Ça se lit très facilement, je le recommande. On se quitte sur un enregistrement tiré justement de ce projet Sono Silva, de la réserve naturelle de l'étang de la Hore, dans le Grand Est. Retour en plateau et ça fait du bien d'entendre ces sons de la nature. D'ailleurs, c'était la une du journal de Libération ce vendredi 21 mars dernier. Avec les Piaf, la vie en rose, titrait le journal. Alors si on va au-delà du jeu de mots culturel, ça fait que de récentes études scientifiques documentent les bienfaits des chants des merles, des pinsons ou des mésanges pour le bien-être et la santé mentale. Alors question à mes 2 invités, Vincent et Flore. Est-ce que vous vous sentez mieux quand vous écoutez la nature? Flore, peut-être. Bah, c'est vrai que là, le retour un peu du printemps et de ces petits oiseaux qu'on entend, ça nous remet, ça nous sort un peu. Ça fait du bien, ça remet un peu la nature au cœur, qu'elle est là et qu'elle revient. Et moi, j'adore ça, ouais. J'adore écouter les sons de la nature. Je pourrais faire partie de ces gens à qui que ça apaise, mais je l'écoute pas assez souvent. On change de la baleine. Et vous, Vincent? Oui, non seulement ça me fait du bien, mais je pense qu'il y a un réel potentiel politique derrière cette sensibilisation et l'attention que l'on a au rendez-vous de mars-avril, les chants d'oiseaux du printemps. C'était d'ailleurs le thème, le titre de livre de Rachel Carson, une biologiste. Le livre s'appelle Printemps silencieux, Silent Spring, est sorti en 1962 et c'est vraiment un ouvrage remarquable puisque c'est celui écrit par une scientifique qui alertait sur les dangers des pesticides. Et elle disait bientôt, si on continue à arroser nos champs de DDT en l'occurrence, eh bien, nous n'aurons plus ce rendez-vous printanier. Donc un livre qui a vraiment changé la lutte écologique à ce moment-là. Je vous le conseille, je crois qu'il a été réédité récemment. Vincent Lostanlen, pardon, je reste avec vous. Vous, les oiseaux, vous les avez écoutés d'une manière un peu particulière avec le projet BirdVox qui avait lieu aux États-Unis. Alors, je crois que l'objectif était de suivre la migration des passereaux en Atlantique Nord Oui. avec des capteurs qui étaient posés sur des toits. Comment ça marchait? Vous avez des capteurs vers le ciel et vous attendiez que des oiseaux passent pour les Oui, écouter? c'était très artisanal, hein, à l'époque. En effet, c'était des capteurs fabriqués à la main et puis qui étaient mis au fond d'un seau. On essayait de le protéger de la pluie. On l'attachait à un toit, en effet, enfin, sur une palette, sur un toit. C'était pas très reluisant, mais on avait réussi à récolter un bruit qui venait d'en haut. Et la nuit, les oiseaux migrateurs, pour certains, émettent des cris en vol, donc ce que les Anglais appellent le flight call. Ce n'est pas un chant d'oiseau, hein, c'est un cri extrêmement court qui dure environ 1/10 de seconde et qui est très aigu en plus, donc qui est de l'ordre de 2000 à 8000 Hertz, donc très, très aigu par rapport à la voix humaine. Et donc moi, quand j'ai commencé ma thèse, après ma thèse, quand j'ai commencé mon postdoc, je suis arrivé à New York, on m'a donné un gros disque dur avec 500 gigas de son. Ah Donc oui. c'est moins que ce qu'a Jérôme, mais c'était déjà beaucoup de son. Et puis quand j'ai mis mon casque sur les oreilles, ben, j'ai rien entendu personnellement, parce que c'était tellement bruyant que je savais pas vers quoi orienter mon oreille. En fait, il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il y avait bien un signal, qu'il y avait bien quelque chose à trouver dans ce son. Très aigu, très bref, très rare, mais finalement indicatif de la migration des passereaux. Ouais. Alors ces sons, vous les avez passés dans un ordi, vous avez fait une magie d'informaticien. Comment vous avez fait pour les traiter?
Bon, bah, c'était un algorithme que j'ai pu développer pendant mon postdoc de reconnaissance des formes sur le spectrogramme, hein, donc qui fonctionne un petit peu de la même manière que les algorithmes qui reconnaissent les objets visuels à partir des photos. Seulement, il a fallu les entraîner. Donc pour ça, il y a eu un énorme travail d'annotation qu'a rempli mes collègues à, à Cornell, laboratoire d'ornithologie de Cornell. Et puis, bah, peu à peu, hein, il a fallu beaucoup de versions, hein, mais c'est souvent comme ça en ingénierie, ça marche pas du premier coup. Et bien peu à peu, on a fait deux choses. D'abord, un détecteur qui est capable de compter le nombre d'occurrences d'un cri, le nombre d'occurrences reçues, bien sûr, hein, comme a indiqué Flore, c'est pas du tout la même chose que d'avoir le nombre d'individus. Et puis ensuite, plus finement, d'avoir un classifieur, c'est-à-dire un système qui va donner le genre, la famille, voire l'espèce qui correspond au cri de vol d'intérêt. Et donc ensuite, l'enjeu, ça a été de faire tourner, comme vous dites, la machine sur plusieurs mois, à partir de plusieurs stations d'écoute, et de s'apercevoir que, eh bien, on avait des courbes en cloche, en fait, sur plusieurs mois, chacune correspondant à une signature vocale différente, à une espèce différente. Donc on s'est aperçu que les espèces migraient à différentes périodes. Ça, on le savait, puisqu'on est capable d'observer les espèces depuis le sol. On savait aussi quel était le volume global des espèces, puisqu'on avait des observations radar. Mais l'audio est allé apporter un complément d'information que n'avait ni le radar, ni l'observation ordinaire au sol, qui était d'avoir à la fois une finesse spatio-temporelle très grande, c'est quand même le grand avantage de la bioacoustique, c'est que c'est extrêmement bien résolu en temps, et en même temps une richesse informationnelle que n'a pas le radar. À savoir, on peut distinguer je sais pas, une grive d'une paruline, d'une hirondelle, alors que pour un radar, bon, c'est simplement de la biomasse en vol, le radar ne distingue pas évidemment les formes d'oiseaux. Oui, puisque là, avec cet algorithme, on peut dire Oui, algorithme, oui. ces petits cris extrêmement aigus, extrêmement précis, pouvaient être associés à différentes espèces d'oiseaux. Exactement. Alors, cet algorithme qui a été créé, j'imagine que maintenant on peut s'en servir pour autre chose. C'est la base de. Est-ce que ça peut ressembler à du traitement de toutes ces données? Jérôme en parlait tout à l'heure. Essayer de s'aider, pour ne plus le faire manuellement, de s'aider de la technologie pour trier toutes ces données qu'on enregistre dans la nature? Oui, c'est une question d'hypothèse écologique finalement. L'enjeu, je dirais, du projet BirdVox, ça a été de faire ce qu'on appelle en recherche une preuve de faisabilité. Finalement, on n'a pas vraiment offert une solution au problème. On n'a pas protégé les oiseaux migrateurs d'Amérique du Nord. Mais on a montré que si on voulait les protéger ou mieux les protéger, bah, on pourrait passer par le son à l'avenir. Alors vous, Flore, vous développez une plateforme qui s'appelle Applause, associée alors j'espère ne pas dire de bêtises, à l'association Astrolabe Expédition qui organise des expériences de sciences participatives marines. Et donc là, cette plateforme, ça permettrait aussi de permettre de trier toutes ces données qu'on peut avoir en enregistrant dans la nature, mais avec, de façon manuelle, avec des humains, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, en fait, Applause, à la base, c'est vraiment développer des outils en open source. On est aidé par l'Office français de la biodiversité sur ces questions-là, donc des outils de traitement de la donnée acoustique passive et plus précisément les cétacés. Et donc, on a développé une plateforme d'annotation manuelle parce que, bah, comme l'a souligné tout à l'heure Vincent, pour pouvoir entraîner des algorithmes, il faut des annotations. Donc, annotation manuelle sur spectrogramme, hein, puisqu'on ne va pas faire ça sur de l'audio, on va faire sur des images de nos enregistrements. Pour annoter en tout cas ces enregistrements, on a monté une collaboration avec Astrolabe et Expédition pour faire un petit programme de sciences participatives et demander à des gens d'annoter sur des spectrogrammes, essayer de repérer des sifflements de dauphins, des clics de dauphins ou des sons de certaines espèces de baleines. Donc ça permet plusieurs choses. Alors déjà l'outil Applause, il est déployable via une plateforme web, donc ça n'oblige pas en tout cas les annotateurs à avoir l'enregistrement sur leur ordinateur, ou en tout cas en logistique c'est pas du tout lourd puisqu'ils se connectent à un compte et puis ils voient les campagnes d'annotation qu'ils ont à faire. L'enregistrement arrive directement sur leur écran. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est des gigas, des téras de données. Voilà, c'est un peu affranchi de ça. Et puis, les gens comme ça vont annoter. Et nous, ce qu'on va faire, ça va créer des bases de données annotées. Sauf qu'on a remarqué aussi qu'il y avait une grande variabilité interannotateur. Donc, ça nous permet aussi de faire des études aussi sur la variabilité interannotateur parce que
quand on travaille en acoustique comme ça, ben, en fait, la vérité terrain, on l'a pas, puisqu'on n'est pas observateur. Et donc, la vérité terrain, ben, c'est ce qu'on lui donne, hein, c'est la valeur que l'annotateur va lui donner. Donc, on va travailler comme ça sur la variabilité interannotateur. On va confronter les annotations avec d'individus qui ne sont pas des scientifiques, enfin, qui ne sont pas experts, avec des experts. Puis l'idée, c'est vraiment de voir combien il nous faudrait de volontaires, enfin de gens qui ont envie de faire ça. Leur annotation, à quel moment elle vaut autant qu'une annotation, voilà. Et du coup, au travers de tout ça, évidemment, c'est un programme de sciences participatives, donc ça sensibilise les gens sur le son sous l'eau, le fait qu'on ait des espèces qui émettent des sons sous l'eau. On aborde aussi la pollution sonore. C'est beaucoup, à Astral Expédition, c'est essentiellement des gens de la plaisance, en fait. Qui adorent naviguer, et donc ça amène en fait tout plein de choses. C'est aussi faire de la médiation auprès de ceux qui ont des bateaux qui sont dans cet environnement marin Oui, déjà, mais qui sont pas... l'idée, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils enregistrent aussi, enfin, qu'ils partent avec leur petit micro et qu'ils enregistrent quand ils voient des individus, ou qu'ils fassent des points d'écoute comme ça régulièrement dans des zones Donc ça, ce serait la suite de ce genre de projet-là. Mais bon, pour l'instant, les enregistreurs, c'est encore assez coûteux. Et puis après, il y a toute la question du stockage des données et du traitement des données. Mais ce qu'on fait sur Aplos, clairement, ces annotations, c'est pour ensuite aussi faire de la détection automatique, en tout cas tester soit alimenter des algorithmes, ou soit aussi tester les performances des algorithmes automatiques, parce que à l'heure actuelle, on peut pas tout annoter à la main, c'est pas possible. Oui, là, c'est la création d'une base de données annotée pour Voilà. essayer d'avoir de la matière, quoi. Oui. Et vraiment, en acoustique passive sous-marine, on n'a pas beaucoup de bases de données comme ça. Donc la communauté, elle commence, en tout cas, la communauté d'acoustique terrestre est mieux organisée que la sous-marine. Elle a déjà développé des choses, des challenges, notamment il y a le BioDecays. Ce sont des challenges qui permettent en tout cas de confronter les scientifiques et de mettre à disposition des bases de données annoter. Mais en sous-marin, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a quelques bases de données annotées, mais qui sont souvent mono-annotateurs, avec une définition de l'annotation qui est plus ou moins large. Ça peut être bien exactement le cri, comme ça peut être 1 heure d'enregistrement où il y a peut-être ce cri, il y a ce cri dedans. Donc il y a vraiment tout un travail à faire, et donc avec mes collègues ici, notamment avec Dorian Cazzo, c'est ce qu'on met en place. Alors, on va bientôt arriver, hélas, à la fin de cette émission. J'aurai encore des centaines de questions à vous poser, mais avant, je vais vous parler de l'exemple d'un Américain qui s'appelle Bernie Krause, qui a enregistré le même paysage pendant 20 ans, de 2003 à 2023. Alors, le résultat, quand on l'écoute, peut être un peu terrifiant, puisqu'on sent, on entend le silence qui s'installe, qui remplace les oiseaux, les insectes, voire le bruit de l'eau au loin. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, l'ensilencement des paysages, ou au contraire, est-ce qu'il y a de l'espoir et que vous écoutez des bruits qu'on n'entendait pas il y a 20 ans? Laure? Ouais, moi, sur ce que je fais dans l'océan Indien, moi, je ne sais pas ce que j'observe en tout cas, parce que, alors, on est au plein milieu de l'océan Indien, il y a très peu de sources humaines, il y a très peu de trafic maritime. On est entre la Réunion et Crozet-Kerguelen, les îles subantarctiques et françaises, et donc où on détecte en tout cas des champs de baleines, et on en détecte tout le temps. Quand je récupère une année de données, j'ai toujours peur dans la détection de ne plus en avoir, en fait, de voir ce nombre de détections diminuer. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, ou que je les entends arriver plus tard et repartir plus tôt, mais c'est pas le cas. Donc moi, c'est parce que j'ai 10 ans de recul sur ce jeu de données-là, mais en fait, on a très peu d'autres jeux de données qui peuvent nous dire ça, quoi, pour l'instant. Et donc, pour l'instant, les baleines, elles sont encore là et c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Vincent, est-ce que vous avez ce silence qui commence à s'immiscer dans ce que vous écoutez? Oui, et malheureusement, la recherche en bioacoustique a la mémoire courte, et le peu de données que nous avons est de fraîche date. Donc, c'est assez compliqué en fait d'évaluer ce genre de destruction. Et c'est vraiment grâce à Bernie Krause que malgré tout, on arrive à se rendre compte du changement historique des écosystèmes. Bon, moi, j'ai quelques réserves en fait sur
le concept de grand orchestre des animaux chez Bernie Krause, je pense que c'est un concept relativement glissant d'un point de vue scientifique, parce que qui dit orchestre, dit grand chef d'orchestre ou grand orchestrateur, et donc il ne faudrait pas tomber vers une lecture trop finaliste, voire créationniste en fait des paysages sonores. Il faudrait pas non plus succomber à une esthétique de l'authenticité, de la pureté originelle des paysages sonores. Ayant dit tout ceci, je pense que Bernie Krause a vraiment montré la voie en fait par sa démarche très courageuse de collecte et puis aussi d'exposition, de sensibilisation, parce qu'il a un travail revendiqué d'artiste et pas seulement de chercheur. Alors, quant à votre question, bon, moi je travaille assez peu sur le terrain, mais j'ai un terrain dans le parc naturel de Brière, donc près de chez nous, à Nantes. Et en effet, en finalement très peu d'années, en moins de 10 ans, on s'aperçoit qu'il y a une sécheresse, un assèchement rapide en fait des tourbières, du marais de Brière, et donc ça a un effet assez net en fait, visuel, manifeste, mais aussi sonore, et c'est ce sur quoi on est actuellement en train de travailler. On a beaucoup de chance d'avoir 10 ans de recul acoustique en Brière, c'est rarement le cas dans d'autres milieux naturels. Je ne connaissais pas du tout cette initiative. Est-ce que c'était des micros qui ont été posés là il y a 10 ans et il y a une collecte vraiment annuelle des sons, des paysages sonores? Oui, donc c'est le travail de Mathieu Marquet du Parc naturel de Brière et de Laurent Godet, qui est un collègue du CNRS. Mais si on est un particulier et qu'on aimerait, nous, écouter la nature, faire un petit peu d'écho ou de bioacoustique dans son jardin, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs, auditrices qui veulent s'initier à cette pratique, tendre l'oreille? Flore, peut-être. Oh là là, dans son jardin, c'est pas. C'est une question piège parce que moi, je sais pas trop, à part se poser, écouter et apprécier, je ne saurais pas trop dire. Mais bon, en tout cas, voilà, avoir bien conscience que voilà, on n'est pas les seuls êtres sonores en fait, et que la plupart des animaux vivants, enfin en tout cas, utilisent vraiment le son, et c'est quelque chose de très important pour eux, pour communiquer, pour retrouver leur partenaire, et voilà. Et c'est vrai qu'après, bon, il y a cette histoire de pollution sonore aussi dans tout ça, et je pense qu'il y a un constat qu'ont fait beaucoup de gens pendant le confinement, c'est qu'ils réentendaient leurs oiseaux dans le jardin. Et donc, essayer de continuer à les écouter. Et puis, voilà. Mais c'est déjà un très bon conseil de s'asseoir et d'écouter ce qu'on entend autour. Vincent, est-ce que vous avez un conseil également pour conclure? Oui, l'écologie, ça commence dans son jardin ou à son balcon, de même que la lutte pour les droits humains, les droits civiques, ça commence aussi chez soi, en France, ou dans des villes. Elle n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. C'est très important de rappeler ça, à mes yeux. Et puis, je pense que en fait, la grande leçon de l'écoute écologique, si je peux employer ce terme, c'est bien que les animaux ne sont pas seulement des corps vivants, des corps vibrants, mais bien des organismes, chacun témoignant de la lutte d'une certaine forme de vie. Nous aussi, nous sommes des organismes, nous avons nos propres topics, nos propres allures d'écoute, et je pense que avoir disons une attention particulière, non pas à la nature, mais aux vivants, aux êtres vivants, ça permet d'un tout petit peu relativiser voilà, la place de l'espèce humaine. J'aime beaucoup cette conclusion. Merci. Ouais. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Merci donc à Flore Samaran, Vincent Lostanlen et Jérôme Sueur d'avoir répondu à mes questions. Toutes les sources utilisées sont à retrouver sur notre site, ainsi que les références des livres et des documentaires si vous voulez aller plus loin. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.